Salam alaikum, Zulf Laoun, bonsoir. Human Rights Watch dénonce les restrictions de liberté de réunion et d'expression en Algérie. L'Organisation internationale de défense des droits de l'homme, dans son dernier rapport annuel pour 2024, dénonce les autorités algériennes qui ont continué à écraser la dissidence et de verrouiller l'espace civique en réprimant les voix critiques et en restreignant les libertés d'expression de la presse, d'associations, de réunions et de mouvements. Le président Ahmed Tebboune a été réélu pour un second mandat en septembre dans un climat de répression et de musellement des médias et en l'absence d'un véritable débat politique. Les autorités continuent de réprimer les voix critiques, notamment dans les médias, en poursuivant en justice des activistes, des journalistes et des avocats pour l'expression pacifique d'opinion. Les autorités ont durci la législation pénale et continuent de se servir des lois répressives, notamment de leurs dispositions anti-terrorisme, contre toute dissidence. Le rapport de Human Rights Watch accable le pouvoir algérien et beaucoup d'ONG et militants des droits de l'homme ont dénoncé l'arsenal juridique et les restrictions de liberté. Cette dérive de l'arbitraire a pris plusieurs facettes dans la mise au point de lois assimilant l'action politique au terrorisme, comme l'atteste le fameux article 87 bis du Code pénal utilisé pour justifier les poursuites et les arrestations arbitraires. Les lois liberticides qui ont été adoptées récemment, comme la loi sur l'information et les médias écrits, électroniques et audiovisuels, la nouvelle loi sur l'activité syndicale et associative, la criminalisation de l'action politique est érigée en système. Nous débattrons avec nos invités du dernier rapport de Human Rights Watch sur l'Algérie, juste après cette petite intro. Human Rights Watch dénonce les restrictions de liberté d'expression en Algérie. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Gamal Abina, expert en relations internationales. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Gamal Abina, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup pour votre invitation. Bonsoir. Bonsoir Gamal Abina. On aura aussi le plaisir d'accueillir M. Ali Djoudi, directeur de Riposte International, une organisation qui défend les droits humains. Il sera avec nous par téléphone depuis Paris. Gamal Abina, on va commencer avec vous cette émission. Comment donc vous jugez ce dernier rapport de Human Rights Watch qui parle bien sûr et dénonce les restrictions de liberté et d'expression en Algérie. Il accable aussi les autorités algériennes concernant donc l'activité politique, puisqu'il parle de l'élection présidentielle, la dernière élection présidentielle du 7 septembre 2024. Votre aperçu, Gamal Abina ? Déjà, il faut expliquer qui est Human Rights Watch. C'est une organisation, une ONG américaine, hein, c'est très précis, qui très souvent dénonce d'ailleurs en général les pays du Sud pour ces crimes. Récemment, elle a quand même parlé de la Palestine, ce qui est pas mal, déjà c'est une avancée. Mais c'est vrai qu'il faut toujours se méfier de ce qui vient de loin et ce qui dit les choses. Ça ne veut pas dire que tout est faux. Il y a certainement des restrictions de liberté, il y a certainement des... On n'est pas dans les standards occidentaux, évidemment, en termes démocratiques, mais il n'en demeure pas moins que, en dépit de tout ça, il y a eu quelques avancées et elles ne sont pas observées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de point de comparaison. Ils disent qu'il y a un raidissement de la politique, qu'il y a une réduction des libertés, qu'il y a une sorte de chasse aux sorcières vis-à-vis des journalistes, en faisant une globalité et en faisant pas de cas par cas. Alors je ne sais pas si effectivement tout est exact, mais ce qui est certain, c'est que c'est un tableau assez anxiogène qui est présenté par cette organisation. Et évidemment, on pourrait dire de même, ça se passe un peu en Europe aussi, où il y a des lois qui sont faites pour réduire l'usage de l'Internet ou certaines libertés. Il commence à y avoir un contrôle un petit peu, un resserrement un peu partout dans le monde, parce qu'on se rend bien compte que
l'Internet, je parle juste par rapport à l'Internet, c'était devenu une sorte d'Eldorado pour ceux qui voulaient s'exprimer, et les dirigeants du monde entier ont tendance à resserrer la vis, a fortiori dans le Sud, plus encore, puisque dans le Sud, il y a des inquiétudes par rapport à la stabilisation politique, et l'Algérie, effectivement, est plutôt inquiète de ce point de vue-là. Très bien, mais quand on voit par exemple ce qui a été reporté dans le rapport de Human Rights Watch, on parle, ils ont mentionné bien sûr l'élection présidentielle. Ahmed Tebboune a été réélu pour un second mandat avec 84,3% des voix lors du scrutin du 7 septembre. Pendant la campagne électorale, des dizaines de personnes ont été arrêtées pour leur déclaration ou activisme pacifique. Est-ce que vous pensez aussi que la crédibilité de notre pays a été ternie ces dernières années, surtout depuis 2019, depuis donc le Hirak, par rapport à la question des libertés, par rapport à la question de l'activité politique, mais aussi, surtout aussi, donc, le champ médiatique. Quand on voit des journalistes qui sont emprisonnés ces derniers temps, des dizaines de journalistes ont été emprisonnés. Le dernier, c'est Abdelwakil Blam qui a été emprisonné. Gamal Abid. Là, je ne vais pas commenter ce qui est fait en justice par rapport à l'Algérie, parce que d'abord, je n'ai pas accès au dossier, et ce serait très prétentieux de ma part de prendre une position pour ou contre. En revanche, je peux expliquer un contexte général. Alors, depuis le Hirak, il y a eu beaucoup de changements, des avancées, parfois des reculs sans doute, mais une chose est certaine, un changement radical de perspective en Algérie. On a eu plusieurs périodes, dans la période 70 où vraiment la presse était inexistante, à la période des années 80 où c'était Chadli Benji, donc pas de presse non plus, puis 90 on a eu une profusion de titres qui sont sortis, de presse, une liberté d'expression très forte qui a duré à peu près 2 ans. Après on sait qu'il y a eu la décennie noire, donc là évidemment plus rien, plus de presse, plus rien, plus de position, et un resserrement total. Aujourd'hui on est dans un système politique où il y a une transition qui s'effectue, c'est-à-dire qu'après les années Boutef, qui ont été les 13 premières années de production plutôt d'infrastructures, et puis les 7 dernières années avec toute la bande qui l'entourait, la gabegie, le vol, le détournement. Donc effectivement, la presse s'exprimait, mais elle s'exprimait parce qu'il n'y avait pas d'opposition possible, et surtout parce que ceux qui laissaient s'exprimer étaient les voleurs qui tenaient la presse. Donc aujourd'hui, il y a un changement. On est sur une presse qui est pour une certaine partie indépendante, l'autre pas, ou d'une presse d'État aussi qui existe, mais on est aussi sur une presse qui parfois a observé des dérives. Donc, je ne parle pas de tous les médias, mais certains ont été très loin. Donc je pense que là-dessus, pour des questions sécuritaires, je pense simplement, l'État a tendance à avoir la main un peu lourde, je veux dire. Mais j'ai envie de dire simplement, comme je ne connais pas les dossiers précisément, je ne vais pas prendre position. Je dis simplement que le contexte géopolitique, les tensions internationales, les tensions aux frontières algériennes conduisent effectivement à ce qu'il y ait une sorte de resserrement. Ça va certainement, j'espère, se lisser. Moi, je reste quelqu'un d'optimiste. Se lisser, s'améliorer, mais prendre une photographie sur un instant T sans tenir compte d'un contexte géopolitique et surtout de la durée, c'est-à-dire que la photographie est intéressante sur 10 ou 20 ans de recul, c'est pas très intéressant en vérité. On parle de recul, j'ai lu le rapport en question, de recul de l'Algérie en 154e position, je crois. Ça ne veut rien dire dans l'absolu, parce qu'il y a des moments, des séquences de tension, des séquences de relâchement. J'espère qu'on ira vers un apaisement réellement, mais aujourd'hui, malheureusement, avec toute cette offensive médiatique française, par exemple, c'est vrai que c'est difficile de penser que l'Algérie puisse laisser passer certains acteurs à l'intérieur du pays qui pourraient être une forme de 5e colonne qui existerait en Algérie. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il y a un resserrement, je le suppose, mais encore une fois, je vous dis, j'ai pas accès au dossier, je vais pas prendre position pour eux ou contre eux, parce que c'est pas mon travail, c'est un travail de juge et d'avocat, et quand en substance, je vais pas juger ce qui se passe sur l'instant T. Mais aussi de l'autre côté, Gamal Abina, cette chape de plomb qui s'abat sur les activistes, par exemple, des droits de l'homme, les activistes politiques. On a vu ces derniers temps, par exemple, je vous ai mentionné le cas de Abdelwakil Blam, qui est journaliste, activiste politique, qui a été placé en détention provisoire pour délit de communication avec des terroristes établis hors du pays. Le tribunal de Cheraga a refusé sa liberté provisoire aujourd'hui. La chambre d'accusation de la Cour d'Alger a confirmé la décision du juge d'instruction. 3 ans de prison ferme requis contre Fethi Gharas, l'ex-coordinateur donc du MDS, le parti qui a été dissous par les autorités algériennes, et son épouse aussi. L'activiste Abla Kamari, incarcérée, elle a été condamnée à 3 ans de prison ferme assortie d'une amende de 300 000 dinars par le tribunal de Ouargla. On ne peut pas justifier toutes ces arrestations par la question sécuritaire. Gamal Abid. Vous avez déjà dit un mot qui est intéressant, vous avez parlé d'un activiste journaliste. Bon, déjà, ça ne va pas ensemble.
théoriquement, sauf si on accepte le principe de l'éditocratie, donc des éditocrates qui font la politique, mais ça, c'est pas des journalistes, ce sont des faiseurs d'opinion, donc là, on n'est pas dans le journalisme. Il a été dit en Algérie qu'il y avait une loi qui allait encadrer le métier de journaliste. Et moi, je pense que là-dessus, il y a quand même un caractère. Un journaliste doit informer, il n'est pas là pour prendre position. Après, s'il prend position, il n'est plus journaliste, il est acteur politique. Alors, est-ce que les acteurs politiques, alors je ne connais pas le parti dont vous avez parlé, donc je ne vais pas le juger non plus, mais est-ce que les acteurs politiques peuvent s'exprimer dans la presse en tant que journaliste? Ça pose problème. Là, une question de déontologie, et je suis parfaitement d'accord sur le fait qu'il faut recadrer tout cela. En revanche, sur les activités politiques, comme je dis, parler de gens que je ne connais pas réellement, donc je ne peux pas juger. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui a été dit, si effectivement il y a ou pas d'ailleurs des collusions avec l'étranger. Tout est possible. Moi, je vois juste le contexte général aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de volonté de déstabiliser le pays et qu'on passe parfois par ce genre de personnages. Alors, est-ce qu'ils ont été jugés avec des preuves et des preuves matérielles, des pièces ou des témoins? Ça, je ne sais pas. Mais on peut comprendre que dans un contexte de tension, il y a un raidissement. C'est logique parce qu'il en va de la sécurité intérieure du pays. Je ne veux pas parler d'affaires Sansal, évidemment, vous connaissez déjà. Mais lorsqu'on arrive à un tel raidissement, c'est que peut-être on est à la croisée des chemins. Peut-être qu'on va dans une direction un peu plus souple ou plus dure. Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a, Gamal Abina, est-ce que vous pensez qu'il y a une dérive sécuritaire? Parce que vous n'avez pas arrêté de mentionner le mot sécurité. On peut comprendre que les autorités veulent protéger le pays par rapport donc aux menaces extérieures. Mais on ne peut pas justifier toutes ces arrestations par cette menace sécuritaire extérieure. Quand on parle de l'article 87 bis qui a été dénoncé par les organisations de l'ONU internationale, mais aussi les ONG qui défendent les droits de l'homme et les libertés, c'est un article qui, si on peut dire, accuse tout activiste politique ou des droits de l'homme d'un potentiel terroriste, entre guillemets. Gamal Abid. Justement, c'est intéressant que vous me posiez la question parce que là, on va sur le fond du problème. Human Rights Watch va dénoncer cela en Algérie. Très bien. Donc, je prends les éléments qui ont été pêle-mêle envoyés par cette instance. Lorsqu'elle dit, par exemple, que les Algériens reconduisent des Nigériens à la frontière dans des conditions catastrophiques, dont certains auraient été victimes de je ne sais quoi, là, on est dans le racontard. C'est-à-dire qu'ils disent pas ils auraient. Donc déjà, on est dans le conditionnel. Ces 20 000 Nigériens qui ont été reconduits dans le sud, ils pourraient dire la même chose de la France. Ils ont reconduit beaucoup de gens aux frontières dans des conditions aussi calamiteuses. J'ai assisté récemment dans un avion à un type qui allait être reconduit. C'est le pilote de l'avion qui a refusé qu'on le mette dans l'avion de force. Mais c'est des pratiques courantes en Occident qui ne sont pas dénoncées par Human Rights Watch. Ensuite, l'autre aspect important, et ça c'est pas rien, ils font référence à des articles de loi qui disent que des gens sont poursuivis pour apologie de terrorisme. Bizarrement, ce même article existe en France. Il est appliqué avec excès de zèle. Des centaines de personnes ont été poursuivies parce qu'ils auraient fait de l'apologie du terrorisme. Alors ça peut être n'importe quoi. Ça peut dire je suis pour le Hamas, ça peut dire je suis pour la résistance palestinienne. Tout est valable pour les poursuivre. Eh bien ces poursuites sont illégitimes et je pense que si on dénonce d'un côté, il faut dénoncer tout le monde. C'est-à-dire que ce qu'on voit en France en termes législatifs qui existe, Human Rights Watch n'en parle pas. Donc c'est vrai qu'il faut se poser la question. Après, bon, c'est une ONG, c'est pas non plus des experts au point où on peut l'imaginer, mais le comparatif est intéressant parce que d'un côté on parle d'une démocratie, de l'autre côté on parle d'un système plus ou moins démocratique et qu'on dénonce comme une junte soi-disant militaire, on parle de l'Algérie, mais c'est vrai qu'on n'a pas le même jugement. C'est-à-dire que dès qu'on parle d'une démocratie, ils ont tendance à lever le pied. Pour autant, quand on voit le système américain de répression avec les lois liberticides qu'on a entendues, le Patriot Act, là on les a pas entendus beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier de ce genre de posture. Ça reste une ONG américaine qui est financée par des Américains et qui dénoncera les pays qui vont le déranger. Et comme par hasard, ce rapport tombe à point nommé au moment où l'Algérie fait son offensive par rapport à la question palestinienne, par rapport aux tensions aux frontières et par rapport à la question évidemment libyenne, parce qu'on en parle de plus en plus. Donc c'est vrai qu'il faut se méfier. Il y a des questions sécuritaires, vous les avez évoquées. Ces questions sont réelles, elles ne sont pas discutées. Maintenant, je pense que, moi, de mon point de vue maintenant, à titre personnel, je pense qu'un État fort n'a pas besoin de poursuivre de petits journalistes. Ils ne sont pas intéressants. Il devrait les laisser parler. Ça, c'est mon point de vue. Mais je peux comprendre que le gouvernement s'inquiète d'une volonté de déstabilisation à l'intérieur de l'Algérie par ce genre de méthode. Très bien. Restez avec nous, Gamal Abina. On a été rejoint par M. Ali Djoudi, directeur de Riposte International, une ONG donc, qui défend les libertés et les droits de l'homme. Il est avec nous depuis Paris. Ali Djoudi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, Sénateur. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices et bonsoir à tous les invités.
Merci beaucoup, Ali Djoudi. Ali Djoudi, donc, ce dernier rapport de Human Rights Watch, cette organisation donc, qui défend les libertés et les droits de l'homme, qui a accablé les autorités algériennes par rapport à la situation des droits de l'homme, par rapport aussi à la liberté d'expression, la liberté de la presse, l'activité politique. Elle a parlé aussi de la dernière élection présidentielle. Quel est votre avis par rapport à ce rapport, Ali Djoudi? Oui, tristement et malheureusement, tous les signaux sont rouges. Et la situation est plus catastrophique. Nous vivons des moments les plus sombres de l'histoire de notre pays. Donc, tous les secteurs sont paralysés. Le verrouillage total du champ politique, du champ associatif, de la société civile, le champ médiatique, il n'y a plus d'espace de liberté. Les associations ne peuvent plus organiser une conférence culturelle. Les partis politiques ne peuvent plus organiser une réunion, même à l'intérieur de leur propre siège. Les médias sont verrouillés, toute la presse est domestiquée. Il n'existe plus de presse libre. Malheureusement, les journalistes sont muselés, malmenés, même s'il y a des compétences, même s'il y a des gens qui veulent faire des choses, mais tellement tout est verrouillé, ils ont légiféré, incriminé la liberté de la presse. Personne ne peut écrire ce qu'il souhaite. Nous avons 8000 journalistes, pratiquement 8000 salariés, et tous les organes de presse se ressemblent. Nous avons un pays où il n'y a jamais de chaîne libre en dehors de la chaîne Radio M, Maghreb émergent. Toutes les chaînes, c'est des chaînes étatiques. Ça ressemble aux Zimbabwe du temps de Robert Mugabe. Et c'est une honte. Nous avons un pays où il y a une seule chaîne de télévision. Les chaînes existantes sont de droit étranger et c'est des chaînes qui appartiennent à des oligarques, à cette mafia politico-financière qui nous gouverne depuis 62, mais surtout depuis l'avenir de Bouteflika. Et donc, c'est tout à fait normal que les militants sont muselés. Il y a plus de 13 000 arrestations. La grande majorité des militants, des hommes politiques, des opposants, des syndicalistes, des associatifs sont sous contrôle judiciaire, en détention, c'est des anciens détenus. Les militants ne peuvent plus circuler, les intellectuels aussi, on ne peut plus entrer en Algérie. Farid Amilat a été empêché d'entrer dans son propre pays, bien qu'il a un seul passeport. Des militants qui sont empêchés de quitter l'Algérie, tels que Zahir Zouaïmiya, tels que Mohamed Tefarka, tels que Hossein Djedel. La pauvre Jamila est entrée pour enterrer sa maman. Elle s'est retrouvée d'abord empêchée d'assister à l'enterrement de sa maman, puis elle a été condamnée à plus de 3 ans de prison. Vous savez, donc tout est verrouillé. Il n'y a plus d'espace de liberté. Donc, vous savez, on n'a pas besoin d'ailleurs, dans nos rapports, nous, en tant que Réponse internationale, depuis des années, donc, toutes ces choses qui ont été citées ont été rapportées par Réponse internationale, sauf que, comme nous sommes une petite ONG qui a un micro d'existence, c'est tout à fait normal que quand nous ne sommes pas contents, quand des grandes ONG confirment nos propos, nos constats, le contenu de nos rapports, donc ça nous met à l'aise et ça montre que ce que nous disons est vrai. Même si on est traité de tous les noms, eh bien, le pouvoir, maintenant, il est condamné de se justifier. Et donc, mais Ali Djoudi, désolé, je vous ai interrompu. Ali Djoudi, Tebboune a parlé des ONG, donc du rôle des ONG, mais aussi Gamal Abina qui est avec nous ce soir.
a rappelé que Human Rights Watch est une organisation américaine, donc peut-être qu'elle elle se focalise sur des pays, mais elle ferme les yeux sur d'autres pays. J'aimerais avoir votre aperçu par rapport à ça. On va écouter d'abord Abdelmajid Tebboune, qu'est-ce qu'il pense des ONG, et je reviendrai à vous juste après. باش تتكلم على هذه المؤسسات اللي تعطي نفسها حجم دولي، ريبورتر سون فرونتير تبقى مهما كان الحال او ان جي، ماهيش تصنيف اللي لازم نخضع عليه. يعني ناخذه بالحسبان هو التصنيف تاع الامم المتحده، مؤسسات الامم المتحده. التصنيف تاع لي او ان جي اولا التصنيف تاع الناس اللي خلقوا هذا الاو ان جي، الناس اللي يسيروا هذا الاو ان جي واللي يوجهوا الاو ان جي. مثل ما قلت مرارا، مع الأسف يعني صفحة كانوا يظنوا بأن الجزائر يعني تفترس هكا بسهولة. نظهروا لهم يوميا أن الصحافة الجزائرية لها شخصيتها ولها إمكانياتها ولها كلمتها تقولها. تصنيف لكن نتكلم على تصنيف نتاع الأمم المتحدة على الرأس والعين، لأن مؤسسات الأمم المتحدة محايدة، سواء كانت مالية، اقتصادية، سياسية، حقوقية وغيرها. تصنيف تاع الآخر ما ناخذوش كقاعدة، لأن أنا عارف شايف يجري في بلدان أخرى. كان بعض البلدان عندها 5 صحف ولا 6 صحف، دارينها في الأوائل في الديمقراطية وفي التصنيف يهمهم هما، ما يهمناش احنا. الشيء اللي اليوم سهل في أي دولة باش تدير جريدة وتبدأ تهاجم بالمقابل. Voilà, donc Tebboune, parlons donc des ONG, qui financent ces ONG, il a parlé aussi des classements, mais aussi dans cette petite vidéo, on va vous faire passer la déclaration de l'ancien ministre de la Communication, l'Aghem, qui a parlé sur l'affaire du journaliste Farid Alilat. Ali Djoudi a mentionné donc le cas Farid Alilat. On l'écoute, Mohamed L'Aghem. القضية لا تتعلق بفريد عليلات كمواطن جزائري. القضية هو أنه فريد يشتغل في مجلة يعني ذات مواقف تحريرية يعني غير ودية، غير مرحب بها في الجزائر إلى غاية اللحظة. عندما تتغير نظرتها إلى الجزائر مرحبا بها. بالنسبة لفريد عليلات راه خونا وراه جزائري وتحمل حلو الجنسية الجزائرية تاعو. الإشكال هو أنه في الوقت اللي جون أفريك غير مرحب بها في البلد، سي فريد كي يدخل للجزائر إذا يدخل كمواطن جزائري يجي زيارات عائلية ولا حتى حما يقدر يرجع ولا يهضر معاه. الدستور واضح، حتى حما يقدر يهضر معاه. الآن إذا الوسيلة الإعلامية اللي هي جون أفريك تحب تستغل الجنسية الجزائرية تاعو وتدخل بطريقة ملتوية والقيام بأعمال صحفية، هذا اللي غير مقبول. Voilà, je reviens à vous, Ali Djoudi, si vous voulez bien sûr rebondir par rapport à ce qui a été dit par Tebboune, mais aussi sur l'affaire Farid Alilat. Ali Djoudi. Oui, merci. D'abord, Tebboune a confirmé qu'il croit à ce que disent Siadou, parce que c'est des étrangers, c'est des occidentaux, donc ce qu'ils disent est vrai. Et bien, je confirme que Tebboune a raison. Siadou Chili Kalou, ce qu'ils ont dit est vrai. Alors, Siadou Kalou, alors, les rapporteurs spéciaux qui sont entrés en Algérie, Clément Boul et la dame allemande qui se sont déplacés, ils ont fait un constat à l'intérieur même de l'Algérie où ils ont rapporté exactement ce que nous avons dit tout à l'heure. Tout est verrouillé. Les militants sont harcelés. Les espaces de liberté sont verrouillés. Les militants sont emprisonnés. Eh bien, oui, donc il doit reconnaître
que la situation en Algérie est catastrophique. Maintenant, je te dis la date, c'est un menteur. Je confirme que David Alilat, il fallait rendre visite à sa maman qui est trop âgée. Il n'est pas entré en Algérie en tant que journaliste, mais en tant qu'Algérien. Il y a un Algérien qui a été empêché d'entrer en Algérie. Donc, vous savez, quand la parole du président n'a aucune crédibilité, quand la parole de ses conseillers est misérable, quand la parole d'État est diabolisée, ça donne l'image de notre peuple, plutôt, je m'excuse, mais respect à notre peuple, ça donne l'image que ce pouvoir donne de notre pays, de l'Algérie aujourd'hui, qui est considéré comme un État voyou, un État non crédible, des institutions qui n'existent plus. C'est une mafia qui est à la tête de toutes les institutions, qui n'ont aucun crédit et qui sont mal vues par tous les pays amis et ennemis et par toutes les institutions internationales. Très bien. Donc, tout le monde confirme, que ce soit les organisations des Nations Unies qui sont déplacées, qui ont pris le constat. On n'a qu'à regarder les conférences de presse. En même temps, on n'a qu'à regarder des rapports de ces institutions qui le reconnaissent. Et nos rapports, nous avons été les premiers à avoir dénoncé ça depuis le 19 septembre 2019. Nous n'avons pas cessé de dénoncer ces exactions. Eh bien, pire encore, ce régime a été condamné 2 fois par le Parlement français. Il a été dénoncé par le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies. Très bien. Reste avec nous, Ali Djoudi. La question qui a été soulevée, Gamal Abina, par Ali Djoudi, rappelons donc Ali Djoudi qui est directeur de Riposte Internationale, par rapport donc à la rapporteuse de l'ONU, qui est Marie Laylor, qui est qui travaille au sein de l'ONU en question des droits de l'homme et des libertés. Abdelmadjid Tebboune, dans le passage qu'on a fait passer, a dit que la crédibilité des organisations onusiennes, on peut les prendre en considération, leurs critiques et tout. Et là, dans sa dernière visite, en 2023, en décembre 2023, elle a appelé à libérer tous les défenseurs des droits emprisonnés. Gamal Abina. Je me rappelle très bien de sa visite qui était assez rapide d'ailleurs, elle n'est pas restée longtemps. Effectivement, elle a dit ça à la suite de rencontres et de discussions avec des militants. Là, j'entendais beaucoup de choses. Déjà, pour commencer en Algérie, il n'y a pas qu'un ou une de télévision. Il y a les médias publics, effectivement, mais enfin, il y a quand même des médias privés. Il y a Bahia, il y a Nar, il y a Chourouk. On a quand même quelques médias qui existent en privé. On a une presse importante, publique et privée. Donc, de dire que tout est muselé, non, c'est un peu exagéré. Et la télévision algérienne, d'ailleurs, se décline avec la NTV d'un côté, avec AN24 de l'autre, avec lesquels je bosse. On ne peut pas réduire ça. Bon, moi, quand je vais dans les médias algériens, on ne me donne pas de directive. Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Ça, c'est juste pour donner quelques éléments. Mais Gamal Abina, il n'y a aucune personnalité qui s'oppose au pouvoir, aux autorités algériennes. Il est invité dans ces médias. Des chefs de partis d'opposition n'ont jamais été invités dans les médias que vous avez mentionnés. Oui, ils sont dans les médias, plutôt les médias privés, on le sait, mais ce qui se passe, c'est que moi, je pense qu'il y aura effectivement un élargissement de la parole, et c'est ce que je l'appelle de mes voeux en Algérie. Mais de là à dire que tout est verrouillé à ce point, on n'est pas en Corée du Nord, il faut être un peu sérieux. Il y a des choses qui sont actuellement dans une situation de difficulté par rapport aux relations internationales. L'Algérie prend des positions courageuses sur la question palestinienne, des positions de principe sur la question africaine. N'oublions jamais que l'Algérie s'est opposée à l'intervention militaire française ou de la CEDEAO. Donc tous ces éléments-là font qu'on peut imaginer effectivement qu'il y a un resserrement. Mais je prends encore une fois, pour prendre un exemple très concret, parce que l'ONU a beau jeu de parler de l'Algérie, pareil, une personne de l'ONU, c'est pas non plus l'ONU, ou alors RSF, qui était dirigé quand même par un type d'extrême droite qui est Ménard. Hein. N'oublions jamais qu'il n'y a jamais de hasard. Hein. Qui finance ces ONG? Il faut savoir qui finance, et celui qui finance, il donne le là. Prenons l'exemple très simple. J'ai travaillé pendant 5 ans avec RT France. RT France a été arrêté du jour au lendemain, vraiment en même pas une semaine, par von der Leyen,
qui est la responsable européenne, qui a pris d'autorité une décision qui n'est pas juste, qui n'est pas judiciarisée, qui ne correspond à rien en termes de droit, eh bien on a censuré toutes les chaînes RT dans le monde occidental parce que la guerre d'Ukraine commençait à démarrer. Donc, moyen de pression pour en finir. Où est la liberté dans ces pays-là? J'ai pas entendu RSF s'exprimer, j'ai pas entendu l'ONU s'exprimer, j'ai pas entendu ces ONG condamner le fait qu'on ait exclu et mis à la porte des centaines de salariés pour le plaisir d'un jeu politique. Alors que les Russes, qui sont censés être la dictature absolue, n'ont pas interdit les médias occidentaux. Donc il faut vraiment essayer très très mesuré par rapport à ça. Des pays qui ont besoin de se construire doivent avoir une stabilité politique et ne doivent pas avoir d'agitateurs. Il est vrai qu'il faut la liberté, je vous l'accorde, il est vrai qu'il faut une expression démocratique, il est vrai qu'il faut des débats, et moi je l'appelle de mes voeux, mais on ne va pas tomber dans le piège de celui qui critique, parce que celui qui critique, c'est le monde occidental. Or, on ne prend pas de leçon du monde occidental, vu ce qu'ils ont fait dans le reste du monde et au Moyen-Orient en particulier, donc moi, les critiques de ce côté-ci, je les prends avec beaucoup de pincettes. Très bien. Ali Djoudi, qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux arguments de Gamal Abid? Mais écoute, moi, je pense que malheureusement, vu la position de notre pouvoir, tous les arguments sont contre ce pouvoir. C'est-à-dire, on ne peut plus trouver des circonstances atténuantes à ce pouvoir. Tellement il a verrouillé, il a tout foiré, il n'a laissé rien pour même pas le strict minimum. Même les scénarios qu'il réalise, c'est des scénarios médiocres comme lui. Et, malheureusement, ni le peuple karois ont ce pouvoir. Les résultats de la dernière élection prouvent qu'il a été vomi, rejeté, dans une élection qui est allée à sens unique, où la campagne pour le boycott a été interdite, et le peuple s'est exprimé dans la tranquillité, dans le silence le plus absolu, et il a rejeté cette mascarade électorale. Et plus que jamais, plus que des élections de 2012, Tebboune est illégitime. Il n'a aucune crédibilité. Mais quand il dit, allez Djoudi, je m'excuse, quand Gamal Abid dit que l'Algérie est visée, par ces organisations, parce que l'Algérie a des positions qui défendent donc le droit des peuples opprimés, comme le droit des Palestiniens, le droit du peuple du Sahara occidental. C'est la chanson traditionnelle. L'Algérie est détestée par tout le monde. L'Algérie est ciblée. L'Algérie est dans le collimateur de l'impérialisme américain, occidental. C'est une vieille chanson que personne ne croit. On n'a aucune diplomatie. Notre diplomatie est tombée à bas étage. Nous avons des médiocres à la tête de notre diplomatie. Nous avons une politique non réfléchie. Nous avons des millions. On n'a aucune stratégie. Pourquoi le Maroc vit dans la tranquillité? Pourquoi les autres peuples vivent dans la tranquillité? Qu'est-ce que l'Algérie a fait de spécial pour être visée par tout le monde? L'Algérie ne peut pas lever le petit doigt pour la Libye. La Libye qui a été détruite devant ses yeux. Il était dans l'incapacité de lever le petit doigt, bien que l'armée algérienne, c'est la plus grande armée qui couvre le plus grand budget financier de la pays. Qu'est-ce que l'Algérie a fait pour empêcher les milliers de harakas de quitter l'Algérie? Qu'est-ce que l'Algérie a fait pour instaurer la paix à l'intérieur même du pays? Qu'est-ce que l'Algérie a fait pour que ses enfants restent en Algérie, pour qu'ils ne prennent pas le risque de quitter le pays dans des barques tristement, des milliers d'Algériens sont morts dans la mer Méditerranée. Vous savez, l'Algérie est menacée. Menacée pourquoi? Est-ce que nous sommes une force économique? Mensonge. Est-ce que nous sommes une force politique? Mensonge. Est-ce que nous sommes une force sportive? Est-ce que nous sommes une force culturelle? Est-ce que nous avons une force, par exemple, culturelle cinématographique? Est-ce que nous... Rien. Aujourd'hui, nous sommes insignifiants.
C'est triste de le dire, j'aurais aimé être fier de mon pays. J'aurais aimé porter, oui, il faut dire que nous sommes des Algériens aujourd'hui qui ont honte d'être Algériens. Parce que nous avons honte d'avoir des responsables incompétents, des responsables indésirables, médiocres, misérables. Donc, voilà. Donc, très bien. Il disait pourquoi Qu'est-ce qu'il a fait est-ce que nous avons une agriculture, un pays qui importe sa nourriture, qui importe tout de l'extérieur? On est dans le collimateur. Nous sommes aujourd'hui, c'est grave, mais nous sommes colonisables. C'est la réalité. Très bien. Quand on trouve des généraux de 80 ans à la tête d'une armée, on ne peut pas espérer un avenir meilleur. Quand on a un président aveugle, qui n'a jamais, durant toute sa vie, un projet politique, une vision politique pour un pays, il se retrouve grâce à la volonté des militaires à la tête d'un État. Très bien. Restez avec nous, Alain Djoud. Très bien, restez avec nous. Gamal Abina, entre le récit, entre la réalité, si on peut dire, et le récit des autorités, pour beaucoup d'observateurs, il y a un contraste de la situation que vit notre pays. Pour beaucoup d'Algériens, il y a une rupture qui a été donc consommée, si on peut dire, pendant donc l'élection présidentielle dernière, le 7 septembre dernier. Le peuple a boudé cette élection, il n'est pas parti voter. On a vu après la campagne hashtag qui disait que les Algériens n'étaient pas contents de la situation, comment le pays était géré. Est-ce que vous pensez que tout ça n'est pas inquiétant, tout ça n'est pas des signaux forts pour le pouvoir algérien de dire qu'on ne peut pas avoir une place très forte, qu'on ne peut pas prétendre être une force de frappe, alors qu'à l'intérieur, on a des soucis. Gamal Abine. Alors déjà le hashtag, il faut voir d'où il part, parce que c'est intéressant, on n'a jamais su d'où il venait, mais bon, il y a eu un contre-hashtag qui a été fait et qui a eu un succès de loin plus important. Maintenant, j'ai entendu beaucoup de choses à l'instant. Alors c'est un militant qui parle, effectivement, donc il parle comme un militant, mais ce ne sont pas des choses exactes. J'espère pouvoir aller jusqu'au bout de mon propos. D'abord, pourquoi l'Algérie peut poser problème? D'abord, pourquoi? Parce que le Maroc, la Libye c'est autre chose, il y a d'autres pays comme l'Arabie, comme le Qatar, mais surtout la Jordanie, les Émirats, qui ne posent pas de problème, évidemment. Ils ne posent pas de problème, puisqu'ils sont alignés sur le bloc occidental. Ils acceptent la loi occidentale et ils font la paix avec Israël. Voilà pourquoi ils ne posent pas de problème. La Libye posait problème parce qu'elle était antisioniste et qu'elle était indépendantiste et qu'elle voulait une indépendance économique. L'Algérie pose problème parce qu'elle a ces mêmes revendications. La Tunisie pose problème. De là à dire qu'il n'y a pas de problème dans les autres pays, la Tunisie a des problèmes, la Mauritanie a des problèmes, le Soudan a été partitionné, l'Irak a été détruite, la Syrie a été détruite. Bon, je veux bien tout entendre, mais il faut quand même un petit peu remettre les pendules à l'heure. Non, l'Algérie pose problème parce qu'elle fait partie du pays du front du refus. Ça n'est pas un mythe, c'est de la géopolitique constante qui n'est pas négociable. Combien de fois on a essayé de faire pression? Ensuite, de dire que les diplomates algériens sont médiocres. Je peux tout entendre sauf ça. S'il y a bien une chose dans laquelle il y a une excellence en Algérie, c'est la diplomatie. Preuve en est. Entre l'Afrique du Sud et l'Algérie, qui ont joué une partition à binôme, ils ont obtenu la poursuite de Netanyahou. Ils ont amené la question de la Palestine à l'ONU en étant présents en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité. Et ils ont fait des avancées considérables sur le plan du droit et sur le plan des principes humains pour que les Palestiniens soient entendus. La question aussi d'avoir honte d'être algérien. C'est marrant, mais c'est le sentiment général que j'ai inverse. Il y a un retour de fierté algérienne par ces positions-là, qui sont nobles. Je veux dire, on ne peut pas accepter, par exemple, que je prends l'exemple des pays qui ont accepté ces accords de la honte et qui n'ont pas rompu avec ces accords pendant qu'on massacrait le peuple de Palestine. Plus de 100 000 morts quand même. On ne peut pas accepter de dire l'Algérie c'est pareil que les autres. Non, c'est autre chose. Elle tient et je la félicite. Pourquoi elle n'a pas pu répondre à l'agression contre la Libye? Je rappelle que la Libye c'est l'OTAN. Et que c'est pas parce qu'on met 20 milliards sur la table de dollars d'armement qu'on peut faire face à autant de puissances militaires qui ont été, je rappelle, constituées contre la Russie. Donc, lorsqu'on dit pourquoi l'Algérie n'est pas intervenue, simplement parce que c'était un suicide. Voilà, tout simplement ça. Et que l'Algérie préfère passer par le pied diplomatique. Elle a quand même sauvé la famille du Kadhafi, je le rappelle aussi. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont dites. L'Algérie ne compte pas parce que c'est pas une menace économique. Bah si, elle compte. La preuve, l'Italie se précipite en Algérie pour du gaz parce qu'il n'y a plus de gaz russe. Donc sur un plan géoéconomique, c'est essentiel l'Algérie. C'est pas petit. C'est le 5e producteur de gaz mondial. C'est un des principaux producteurs de GNL, c'est un producteur de pétrole, et c'est surtout un immense parc énergétique avec les énergies renouvelables qui sont en train de se constituer. Donc on ne peut pas réduire l'Algérie à pas grand-chose. Ensuite, de dire que l'Algérie ne produit rien et qu'elle apporte tout, c'est faux, il faut y retourner s'il vous plaît. Vous allez dans les centres commerciaux UNO,
95% de ce qui est produit est algérien aujourd'hui. On peut être très fier de cela. On peut tout critiquer, mais moi, je ne peux pas accepter ça. C'est fini l'Algérie qui a porté l'import-rapport. Les voleurs ont été mis en prison. Il y a eu un protectionnisme en 2020 économique, il fallait le faire. Une renégociation des accords avec l'Union européenne. Donc, il faut arrêter d'avoir ces vieux poncifs. Je veux bien qu'on soit critique sur les libertés civiles, individuelles, d'accord, pas de problème. Mais sur la question de la politique internationale économique, l'Algérie est inattaquable. Inattaquable. Alors pourquoi nous avons autant de problèmes à l'extérieur, Gamal Abina? Le dernier épisode, si on peut dire, avec la France, on a vu une crise de cette relation. Restez avec nous, Gamal Abina. On va prendre Ali Djoudi, bien sûr. Ali Djoudi. Gamal Abina dresse un bilan de notre pays qui est totalement différent de le vôtre. Est-ce que vous pensez aussi que peut-être il y a une exagération, puisqu'il a parlé des militants politiques, qui dressent un bilan pour Gamal Abina qui n'est pas réel et qui n'est pas réel par rapport à la situation que vit notre pays? Qu'est-ce que vous en pensez, Ali Djoudi? Ce monsieur a dressé un bilan du journal de 20 heures. Là, j'ai entendu la télévision, l'Algérie de 20 heures. L'Algérie de 20 heures est une Algérie heureuse. C'est une Algérie où tout est disponible et où les Algériens sont heureux. Là, j'ai entendu le journal de 20 heures. On n'a qu'à sortir dehors pour voir la misère. C'est la première fois où les Algériens n'ont pas égorgé un mouton de l'Aïd. C'est catastrophique. Quand on fait la chaîne, on se réveille à 5 heures pour avoir un sac de lait, un sac de lait. Quand on ne trouve pas de l'huile, quand on importe tout de l'extérieur. Écoutez, le problème, c'est qu'on n'a qu'à sortir. La viande n'est plus à la portée des citoyens. Même le poulet, même le poisson. Le seul pays où le poisson meurt de vieillesse sur la chaîne planétaire, c'est en Algérie. C'est une honte de mentir aux gens, de leur dire que tout est là. On n'a qu'à regarder. Aujourd'hui, l'Algérien ne peut pas joindre les deux bouts, ne peut plus fermer bouclier sans moi. Des salaires minables, misérables, des salaires de 30 000, 40 000, maximum 50 000 dinars, qui ne répondent plus aux besoins des Algériens. Qu'est-ce que nous avons... L'OTAN est sorti après l'assassinat de Kadhafi. Qu'est-ce qu'on a fait, même après avoir voté l'intervention de l'armée algérienne à l'extérieur? Qu'est-ce qu'on a fait? On a été humilié par Haftar. On a laissé la Turquie, l'Égypte jouer devant nos nez. Et l'Algérie est restée sur la défensive. Aujourd'hui, on est humilié par un pays que nous avons alimenté pendant des années, le Mali. Aujourd'hui, tout le monde nous tourne le dos. Tout le monde nous insulte parce qu'on n'a aucune crédibilité sur le plan international. Même la Ligue arabe, on a essayé de manœuvrer, on a été humiliés. Les gens nous ont boudés. Ils ne sont pas venus assister au congrès du monde arabe en Algérie. Par contre, ils sont déplacés en Arabie Saoudite. Écoutez, c'est pas la peine de mentir. On n'a qu'à sortir voir les prix des fruits et légumes. On n'a qu'à voir la situation de nos hôpitaux. Quand on tombe malade, il fallait ramener l'anesthésie. Il faut ramener du film. C'est une situation catastrophique. Chaque jour que Dieu fait, des Algériens font la manche pour ramasser de l'argent pour aller s'opérer en Turquie, en France, en Espagne. Et on ose parler, mentir aux gens. C'est le climat, je ne sais pas moi qui le dis, c'est la situation la plus catastrophique qu'on est en train de voir. On a la voiture, d'autres pays, 2 ans, 3 ans, on peut acheter une voiture. Aujourd'hui, pour un Algérien, pour qu'il puisse acheter une voiture, il doit travailler 30 ans sans manger, sans rien du tout. Depuis 10 années, on n'arrive pas à installer une usine de voitures, autoriser les moins de 3 ans. Arrêtons de mentir au peuple. Arrêtons de vivre le journal de 20 heures. Sortons dehors, on n'a qu'à voir. Aujourd'hui, on n'a pas un système bancaire. La Banque centrale d'Algérie aujourd'hui, c'est Boursaï, c'est Jilina, c'est Asquar. Aujourd'hui, on n'a rien.
Rien ne marche malheureusement en Algérie. C'est pas pour dénigrer, je suis pleinement algérien. Je suis plus algérianiste que ceux qui montent sur le journal de la télévision de 20 heures. Mais tristement, tant qu'on cautionne cette mafia, nous sommes des complices. Et on doit donner des comptes un jour à ce peuple à qui on ne cesse de mentir matin et soir. Très bien. Gamal Abine, très clair. Donc, vous n'êtes pas très loin du journal de 20 heures par rapport à votre analyse qui contredit, si on peut dire, la réalité. Bon, c'est toujours amusant de se faire insulter le journal de 20 heures, j'aime beaucoup cette blague. Moi, je ne mens pas, je parle. C'est un peu les différences. Je vais en Algérie, je vois ce qui s'y passe. Par exemple, j'ai dit que 95% des produits dans les magasins algériens sont algériens. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut les acheter. Il y a un problème de pouvoir d'achat, il y a une inflation, effectivement. Donc, c'est pas le journal de 20 heures qui parle, c'est l'objectivité. Mais il faut l'accepter. Il faut peut-être y retourner en Algérie au lieu de dire qu'on apporte 70% de nos besoins. Il faut voir les centres commerciaux avant de parler. Il faut se renseigner, il faut aller voir les hanout, il faut aller voir les petits commerces locaux. Ensuite, qu'il y ait un pouvoir d'achat qui soit déclinant, comme dans le reste du monde d'ailleurs à cause de l'inflation, c'est une réalité. Que les salaires soient trop bas et qu'ils doivent être rehaussés, c'est une réalité. Il y a des choses qui doivent être améliorées. Mais de là à en arriver à ce genre d'invectif bidon pour essayer de me disqualifier, ça ne marche pas à moi. Moi, j'étais le Harash, j'étais à Bab el Oued sur la hauteur, dans les quartiers misérables, j'étais dans les quartiers les plus reculés de l'Algérie pour voir ce qui s'y passait. Donc j'ai vu des retours. J'ai un membre de ma famille qui est membre du FFS, je lui ai demandé le sentiment qu'il a eu, mais il n'est pas aussi radical. C'est-à-dire que malgré toutes les difficultés, il reconnaît qu'il y a eu quelques avancées, en dépit du fait que effectivement le peuple ne le ressent pas encore assez. Mais de là à dire que l'Algérie, par exemple, on se serait fait humilier à la Ligue arabe, mais c'est un ridicule pathétique. Je rappelle qu'à la Ligue arabe, l'Algérie, qui reçoit tous les pays, sauf les pays qui se comportent mal sur la question palestinienne, eh bien elle remet la question palestinienne au cœur, avant même le conflit, de la Ligue arabe qu'on avait oublié. Je rappelle qu'elle a fait réintégrer la Syrie, avant évidemment que le coup d'État soit fait. Je rappelle que les victoires diplomatiques algériennes ne sont pas ridicules, c'est plutôt le contraire. Et je trouve anormal que le front du capitulaire vienne chez nous. On a la chance d'avoir un pays qui a quand même gardé la tête haute et il me paraît essentiel de sortir de cette logique-là. La question des voitures, la question de la bancarisation, effectivement, le système bancaire est obsolète, il faut le réformer. Indiscutablement, on a un problème avec la banque parce que la culture bancaire n'est pas installée en Algérie à cause du socialisme. Ça, c'est des choses qui doivent être améliorées et changées. Là, je suis d'accord. La bureaucratie trop lourde doit être changée, je suis d'accord. Le fait de parler, par contre, des difficultés ou des humiliations, on va se calmer un petit peu. Il n'y a pas d'humiliation en Algérie, on n'est pas dans un rapport de coq, ça va 5 minutes. Et vous m'aviez posé une question tout à l'heure intéressante. Est-ce que l'Algérie a des problèmes avec tout le monde? C'est faux. Je veux remettre un peu les pendules à l'heure. L'Algérie a des problèmes qu'avec les pays qui posent problème. La France, parce qu'elle s'est mal comportée dernièrement, il y a eu des dérapages d'extrême droite assez violents et on ne cautionne pas, on doit les combattre. Ensuite, le Mali, parce que le Mali est instrumentalisé malheureusement alors qu'il a bénéficié du soutien de l'Algérie, il faut le rappeler, et il n'a pas humilié l'Algérie, le Mali. Loin s'en faut. Quand il y a eu la bagarre où ils se sont fait éclater avec les forces de Wagner, je ne sais pas qui a humilié l'autre, mais c'est pas l'Algérie qui humilie dans l'histoire. L'Algérie est faiseuse de paix. Les accords de 2015, les accords d'Alger étaient des accords pour empêcher effectivement que l'Azawad qui pose problème au Mali, qui pourrait poser problème en Algérie, ne se réveille. C'est pour ça qu'ils ont fait ces accords. Ensuite, Israël, on n'en parle même pas. Il n'y a aucune honte à dire qu'on n'a aucun rapport avec eux, tant mieux. Et surtout, l'Espagne, avec laquelle ça s'est mal passé, ça se passe très bien. Maintenant, remettons les choses en place. L'Algérie a de bons rapports avec tous les pays puissants. États-Unis, Russie, Chine, Inde, Iran, Afrique du Sud, Nigeria, toutes les grandes puissances sont en bon terme avec l'Algérie. Tous les pays européens puissants, Italie, Espagne, ça va de soi, et surtout Allemagne, on a de très bons rapports, jusqu'à l'Angleterre. Donc quand on dit qu'on est isolé, il faut se calmer. On n'est pas isolé. Ceux qui s'isolent, c'est ceux qui ne nous aiment pas, ils sont 4. 4 pays, pas plus. Donc il faut être un petit peu mesuré. Quant à Haftar, l'agent américain, parce qu'on en parle souvent, ça n'est pas la Libye. Haftar, c'est un type qui veut faire un coup d'État militaire, qui est soutenu par des pays qui sont contre la Libye. Et Haftar n'a pas humilié l'Algérie. Je vous rappelle, quand il a joué le malin et qu'il a voulu jouer le cow-boy avec l'Algérie, soi-disant il voulait attaquer l'Algérie, c'est les Libyens qui ont eu de se calmer. Ils lui ont dit t'es malade ou quoi? C'est l'Algérie qui est en face, tu risques le pays, ils vont t'atomiser. Et là, il s'est calmé. Mais c'est lui qui s'est couché, pas le contraire. Il faut arrêter de réécrire l'histoire. Très bien. Allez, Judy, je vous laisse le mot de la fin très rapidement. Merci. D'abord, c'est pas pour contredire le monsieur, donc pas du tout, par manque de respect. Je respecte la personne, chacun il a ses arguments. Je suis content de débattre, voilà, donc de participer à un débat contradictoire. Seulement, on n'a qu'à voir le classement. D'abord, il y a combien de pays qu'un Algérien peut rentrer sans visa? La valeur de notre passeport.
nous montre quelle est la valeur de notre diplomatie, la valeur, le poids réel de notre pays. On n'a qu'à voir le classement de la meilleure université algérienne sur le plan international. On est dans la queue de cette liste. On n'a qu'à voir le classement de la presse algérienne sur le plan international. On est la dernière, on clôture la liste. Sur le plan économique, on est en train de soutenir la Palestine, on soutient ce peuple qui lutte pour sa liberté. Sauf que le PIB du Palestinien est pratiquement triplement par rapport à celui de l'Algérien. On parle d'une diplomatie, des causes justes. Pourquoi l'Algérie n'a jamais levé le petit doigt sur les crimes commis contre le Yémen? Vous savez, on peut parler, on peut dire que nous sommes les meilleurs, on a fait cela. Oui, très bien, j'aurais aimé que ça soit vrai. J'aurais aimé, je suis aussi algérien. J'ai honte quand j'entends toute cette situation devant d'autres citoyens d'autres pays. Mais malheureusement, la situation est catastrophique. Nous souhaitons un bon rétablissement pour notre pays. Merci. Sauf que quand on dilapide plus de 1000 milliards contre les seules ressources d'un pays, c'est le pétrole. Et au lieu d'être comme le Qatar, ils ont développé leur pays qui devenait l'équivalent des États-Unis. Aujourd'hui, l'Algérie, l'équivalent est dépassé par l'Éthiopie qui était à un certain moment. Eh ben, il faut avoir honte de ce pouvoir. Merci beaucoup, Ali Djoudi. Je rappelle, vous êtes directeur de Riposte International. Merci à vous. Merci à Gamal Abina, expert en relations internationales. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Au revoir.